Alors, aujourd'hui, je vais parler, enfin maintenant, je vais parler de Insidious 4. Donc, Insidious The Last Key. Donc, Insidious The Last Key, c'est le dernier chapitre. Enfin, c'est le dernier chapitre avant le chapitre 5. Et aussi le dernier chapitre avant que je n'ai tous les chapitres de Insidious en critique sur ma chaîne. Euh, Insidious The Last Key parle de quoi? Insidious The Last Key, en fait, Insidious la dernière clé, c'est les origines de Élise Régnier. Donc, Insidious 4 raconte un peu les origines de Élise Régnier. Je peux pas vous faire plus long, vraiment. Vraiment, je peux pas vous faire plus long. En fait, ce chapitre-là raconte Élise, raconte la vie d'Élise Régnier, comment est-ce qu'elle a vécu son enfance. Et donc, on voit un peu comment est-ce qu'elle a vécu son enfance. Et il y a un démon qui l'a toujours persécuté, qui a toujours persécuté ses visions et qui s'est toujours servi de son don pour faire du mal à ses parents, pour faire du mal à sa mère et à son père. Et déjà, petite chose que je trouve très intéressante dans le film, excusez-moi, excusez-moi, petite chose que je trouve très intéressante dans le film en fait se passe au Texas, si je ne me trompe pas, le film se passe au Texas. Euh, non, il se passe au Nouveau-Texas, je crois. Le film se passe au Nouveau-Texas, je crois. Et en fait, ou alors ça n'existe pas. En vrai, je sais plus où le film se passe, mais au Nouveau-Mexique. Au Nouveau-Mexique. Voilà, excusez-moi. Le film se passe pas au Nouveau-Texas. Le Nouveau-Texas, ça n'existe pas. Euh, mais le film se passe au Nouveau-Mexique. Et en fait, euh, un jour, on commence déjà dans la maison. On a une petite introduction qui fait un rappel au 3. C'est marrant parce qu'on a une petite introduction qui fait un rappel au 3. Parce que le début du 3, c'était Queen Brenner qui arrivait chez Elise et il y avait la maison d'Elise en gros plan sur l'écran. Donc il y avait la maison d'Elise en gros plan sur l'écran. Et à côté de la maison d'Elise, il y a une petite statuette, j'ai remarqué. C'est une Sainte Vierge qui est comme ça. Donc au bord de la maison d'Elise, il y a une petite Sainte Vierge qui est comme ça, avec ses mains qui sont comme ça, et elle a les ailes dépliées dans son dos, mais on les voit un peu déployées. Et donc c'est une petite statue grise, et Insidious 4 commence exactement de la même manière que le 3. On voit, on voit pas Queen Brenner arriver, mais t'as Specs et Tucker et Elise qui arrivent exactement du même côté que Queen Brenner par rapport à la maison de Elise. Ils rentrent à l'intérieur et elle reçoit un appel de quelqu'un au Nouveau-Mexique qui a acheté une nouvelle maison qui était sur le marché et à l'intérieur de la maison, il y a des choses qui se produisent, des événements étranges. Et donc, il avait entendu parler de Élise comme étant une médium connue. Et donc, il avait entendu parler de Élise comme étant une médium reconnue sur ce qu'elle fait. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge sèche. Excusez-moi. Donc, il avait entendu parler d'elle et il l'appelle. Et Élise demande alors l'adresse de la maison. Elle demande l'adresse de la maison et là, j'aime beaucoup ce plan. J'aime beaucoup ce plan de cinéma. Tu vois Élise de très loin. Tu vois Élise de très loin dans sa maison qui est appuyée, qui est vraiment appuyée sur la table sur laquelle elle va écrire l'adresse. Et elle a le téléphone en main. Elle a le téléphone en main et elle est au téléphone avec l'homme qui a appelé. Et elle dit: Est-ce que je peux vous demander votre adresse? Et d'abord, tu la vois debout, vraiment appuyée sur sa table, avec à côté d'elle le GSM et le carnet sur lequel elle va écrire avec le crayon. Et puis tu vois la caméra qui d'un coup fait un petit cut et se rapproche tout près
mais vraiment tout près de la table, et fait un gros plan sur ses deux mains. T'as sa main qui tient le carnet et son autre main qui tient le crayon. Et quand elle écrit l'adresse, tu vois qu'elle appuie avec le crayon. Et t'as la conversation, t'as juste la conversation qui se coupe. Donc elle était en train de parler, et puis t'as juste la conversation téléphonique entre lui et Élise qui se coupe, et on les entend plus parler. Et tu vois qu'elle appuie avec le crayon et qu'elle casse la mine du crayon. Et en fait, on découvre un peu plus loin, quand elle arrive quand elle arrive au Nouveau-Texas, au Nouveau-Mexique, quand elle arrive au Nouveau-Mexique, on découvre en fait que c'était pour Tucker et Specs, c'est une maison comme une autre dans laquelle ils vont enquêter sur du paranormal. Mais il y a Elise qui se retourne et qui dit c'est pas une maison comme les autres, c'est une maison dans laquelle c'est la maison dans laquelle j'ai vécu quand j'étais petite. Et ils enquêtent sur un démon, et en fait l'histoire c'est que ce démon en fait s'appelle le démon qui a les clés. Le démon s'appelle le démon qui a les clés, ou alors le démon qui ouvre les portes, parce qu'en fait c'était un démon qu'elle avait connu. C'était un démon qu'elle connaissait quand elle était jeune, et qui hantait son don quand elle était jeune, et qui se servait de son don pour faire du mal à son père et à sa mère. Moi, dans le film, vraiment, j'ai pas eu de souci du fait que le démon fasse du mal à son père, parce que son père est un énorme connard de première. Son père est un énorme connard de première, par là je veux dire qu'il battait sa femme, et qu'il battait sa fille et ses enfants. En fait, Élise était battue par son père parce que son père avait peur de Élise parce qu'elle avait un don particulier et qu'elle communiquait avec les esprits. Et que dans cette maison, il y avait plein d'esprits. Et donc, elle était battue par son père, donc j'avais aucun souci que le démon n'ait tué son père, n'ait fini par le tuer. Je n'avais aucun souci, mais qu'il ait tué sa mère, là, j'avoue que ça m'a un peu fendu le cœur parce que c'était la mère de Élise. Et donc, ce démon la tourmentait, la perturbait, et a fini par s'en prendre à sa mère, et a fini par s'en prendre à son père. Et, euh, et donc, elle va enquêter dans cette maison-là, et découvre que le démon est de nouveau là pour elle, et que le démon ne veut pas hanter la maison, ou alors s'en prendre à la personne qui a acheté la maison, mais revenir chercher Élise. Et donc, il découvre que le démon veut revenir chercher Élise. Et le lointain, le lointain dans Insidious 1, c'était la maison de Insidious, donc la maison de Josh. Dans Insidious 1, le lointain, c'était la maison de Josh et de René. Dans Insidious 2, le lointain, c'était la maison de la mère. C'était la maison de la mère de Josh. Donc la maison dans laquelle vivaient René et Josh, c'était la maison de la mère de Josh. C'était le lointain. Et dans le 3, le lointain, c'était l'appartement dans lequel vivait Queen Brenner, avec son père et avec son petit frère. Donc le lointain, à chaque fois, en fait, c'est l'endroit dans lequel se passe, dans lequel les victimes vivent, et dans lequel tout se passe. Le lointain, en fait, euh, c'est à chaque fois l'endroit dans lequel on est. Mais dans Insidious 4, le réalisateur, qui est le réalisateur qui est derrière le film L'étrange cas Deborah Logan, ou alors The Talking of Deborah Logan, le réalisateur a décidé de refaire le lointain. Et le lointain dans Insidious 4, c'est un espèce de long couloir. C'est un espèce de long couloir qui s'arrête jamais. Et en fait, on a l'impression qu'il s'arrête jamais parce qu'au fond, il est tout noir, et les cages ont l'air de continuer encore dans le noir. Et Insidious 4, je suis un peu fâché sur Insidious 4. Je suis un peu fâché sur Insidious 4 parce que dans la bande-annonce, il y avait un passage qu'ils ont coupé. Il y a un passage qu'ils ont coupé dans le film, et qu'ils ont flanqué ailleurs, ils l'ont pas mis. Et ce passage aurait pu être dans Insidious et n'y est pas, et ça aurait pu donner quelque chose de génial. C'est un passage où en fait on voit le démon arriver debout, le démon qui a les clés. On le voit arriver et il ouvre l'une des cages
en mettant son doigt, c'est toujours son index qui met avec une clé qui tourne dans une cage. Et il y a la cage qui s'ouvre et on voit un esprit avec une femme qui a une robe un peu brune effilochée et aussi décousue, un peu décousue, effilochée et toute sale, couverte de terre. Et elle sort et en fait, sa tête, elle a les yeux très renfoncés à l'intérieur du crâne, des yeux très petits, très renfoncés à l'intérieur du crâne. Elle a une tête plus ou moins humaine, mais pas vraiment, il y a quelque chose qui va pas. Et elle est toute chauve. Et à l'intérieur des autres cages, il y avait d'autres esprits qui sortaient. Il y avait une femme qui était habillée avec des vêtements anciens. Et il y avait un homme qui était tout penché en avant avec une canne. Et, euh, et il y avait une cage où il y avait que des poupées qui faisaient des bruits étranges avec leur tête qui bougeaient comme des automatismes. Et cette scène, ils l'ont pas mis alors qu'elle était super belle. Elle est super belle cette scène. Elle fout la trouille. Et moi, quand j'ai vu pour la première fois Insidious 4, je m'attendais à voir cette scène. Je n'attendais juste qu'à voir cette scène. Donc je suis un peu fâché sur Insidious 4 qu'il l'ait pas mis. Et qu'on n'ait pas vu ce démon avec la femme, avec la robe étrange, un peu sale et couverte de terre, et effilochée et décousue comme ça. Et avec son visage, avec les yeux un peu renfoncés à l'intérieur du crâne, juste au-dessus du nez, comme ça, avec les yeux un peu renfoncés, juste au-dessus du nez, entre le nez, et son crâne qui est pas totalement humain, qui a pas l'air vraiment humain, et elle est chauve. Et ça, je voulais voir cet esprit. Je voulais voir cet esprit, mais je l'ai pas vu. Et donc, c'est un peu énervant, c'est pour ça que je suis fâché sur Insidious 4, c'est qu'ils n'ont pas mis ça et l'esprit de la jeune femme, l'esprit de la femme qui est habillée avec des vêtements anciens, un chapeau très ancien et des cheveux noirs un peu crôlés comme ça. On l'a pas vu non plus cet esprit. Donc, ce moment où toutes les cages s'ouvrent les unes après les autres et où il y a chaque fois un esprit différent qui sort, et notamment celle-là avec la femme qui est chauve, que je voulais voir, que je n'ai pas vu, et la femme qui est habillée avec des vêtements anciens, que je n'ai pas vu non plus, et l'homme qui est recroquevillé sur lui-même avec un visage un peu, euh, un peu terrifiant et un visage de vieil homme. Les visages de vieilles personnes, c'est toujours terrifiant dans les films d'horreur. Et bah, ce passage-là, on l'a pas vu non plus, donc ça m'énerve un peu, et je suis un peu fâché sur Insidious 4, parce qu'il n'y a pas ce passage-là. Mais je trouve que Insidious 4, malgré le temps qu'il fait, je crois qu'il fait 1h40, je crois qu'il fait 1h43, je crois qu'il fait 1h43, 1h46, à peu près comme Insidious 1 et Insidious 2, malgré le temps qu'il fait, euh, il tire trop à la détente. C'est vraiment un film qui tire trop longtemps à la détente. J'ai l'impression que le réalisateur de j'ai l'impression que le réalisateur de Talking of Deborah Logan, qui a fait Insidious 4, a essayé de tirer sur la détente pour faire des scènes longues et vraiment des scènes qui tirent à la détente et qui sont très longues à regarder, mais que ça fonctionnait pas. Alors finalement tous les jumpscares les, les grands passages qui font peur, les grands passages qui font peur et les petits passages qui font peur sont finalement très écartés l'un de l'autre et finalement ça fait plus vraiment peur. Et c'est ça qui est aussi énervant. Les jumpscares et tout ça sont très écartés l'un de l'autre. Et et il y a ce passage que je ne comprends pas. Il y a ce passage que je ne comprends pas avec à l'intérieur de la maison, il y a une femme qui était emprisonnée parce que le démon avait pris possession de ce que faisait l'homme à l'intérieur de la maison. Il avait pris pas possession de lui, mais possession de ses pensées. Il était à l'intérieur de sa tête et il lui soufflait des choses. Et l'homme avait séquestré une femme. Et ça, c'est un passage que je comprends pas. C'était une femme qui était toujours vivante, ils l'avaient séquestrée et ils ont fini par la libérer et la sortir de là. Et l'homme qui était dans la maison est mort, ils l'ont tué. Je vous dis pas comment, ils l'ont tué par accident, c'était par accident, ils l'ont tué. Et ils ont libéré la jeune femme. Et la jeune femme était toujours vivante, une infirmière, et elle était toujours vivante. Et alors ils l'ont libérée, et t'as la police qui vient prendre
la déposition de chacun dans la maison. Et t'as Elise qui dit à Tucker, Tucker c'est Lake Whannell, Tucker c'est Lake Whannell, le réalisateur du 3. Et t'as Elise qui dit à Tucker, il lui dit maintenant, tu as sauvé quelqu'un dans cette maison, tu as sauvé quelqu'un d'un démon. En fait, il n'a pas sauvé quelqu'un d'un démon. Enfin, quelque part si, il a sauvé quelqu'un d'un démon. Il a sauvé cette jeune femme du démon qui soufflait des choses dans la tête de l'homme qui avait acheté la maison. Mais juste après encore, elle lui dit, il y a beaucoup de démons dans ce vaste monde et tu viens d'en supprimer un. Et c'est cette phrase que je comprends pas. Elle regarde par la fenêtre et elle dit, il y a beaucoup de démons dans ce vaste monde et grâce à toi, Tucker, tu viens d'en supprimer un. Tu viens d'en tuer un. Et en fait, cette femme, elle était vivante. Elle était vivante, elle était juste séquestrée à l'arrière de la maison. Elle était juste séquestrée sous la maison dans la cave. Mais elle était vivante, c'était pas un démon. Et cette phrase, je la comprends pas. Donc voilà. Je la comprends pas. Si jamais quelqu'un la comprend, écrivez-moi en commentaire. Écrivez-moi en commentaire pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça. Parce que c'était pas un démon, c'était une femme vivante. Mais sinon, le passage de la femme vivante était très 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 angoissant parce que elle était très terrifiée. Elle était très terrifiée. Mais le film en soi, le film Insidious 4, je suis un peu fâché dessus parce que je suis un peu fâché sur Insidious 4 parce que les moments qui font peur, les grands moments qui font peur, sont très éloignés l'un de l'autre. Et il y a ce passage avec un porte-manteau qui a derrière Elise, et Elise doit rester en bas dans la maison pour attendre que les esprits sortent de leur petit trou terré dans l'obscurité, comme elle dit. Et à un moment, il y a un porte-manteau derrière elle. Il y a un porte-manteau derrière elle et de la manche, c'est des manteaux de guerre. Et de la manche du manteau de guerre, il y a un trousseau de clés qui pend. Et tu vois qu'il y a Specs ou Tucker qui met sa main dessus et qu'il y a une décharge électrique, ce qui rappelle en fait la main du démon avec les clés. Et Elise, quand elle est en train de chercher les démons à l'intérieur de la... Elle a une caméra sur ses lunettes, elle a une caméra qui filme en infrarouge. Alors on voit tout le film en infrarouge et tout l'intérieur de la maison en infrarouge. Et puis à un moment, ça redevient normal et c'est le soir dans la maison. Et elle est en train de bouger et elle appelle les esprits. Et tu vois que derrière elle, il y a un porte-manteau, une genre de tringle, un porte-manteau en métal avec une tringle. En fait, c'est une tringle, c'est un porte-manteau en métal. Dessus, il y a plein de manteaux les uns sur les autres. Et alors, de loin, l'obscurité et les ombres qu'il y a derrière elle forment, avec les manteaux qui sont pendus sur des cintres, comme la silhouette d'un humain derrière elle. Et ils ont utilisé la silhouette des manteaux pour faire une ombre noire qui se rapproche d'Élise et qui s'approche tout près d'elle jusqu'à ce qu'elle se tourne et qu'elle disparaisse. Et je trouvais ça très intéressant. D'ailleurs, le film commence sur une petite note terrifiante. C'est que au Nouveau-Mexique, la maison, elle est juste à côté. La maison au Nouveau-Mexique, elle est juste à côté d'une prison. Et le père de Élise était gardien de cette prison. Et elle est aussi juste à côté de ce qu'on appelle les champs à pétrole, avec les marteaux à pétrole. Elle est juste à côté de ça, donc quand tu entres dans la maison, tu entends le bruit de la grille qui grince et tu entends les marteaux qui sont en train de- d'aller, d'aller chercher le pétrole sous la terre. Et donc tu entends le bruit des marteaux, tu entends les prisonniers qui hurlent dans la maison, tu entends les prisonniers qui hurlent dans la prison, et t'entends les marteaux à pétrole qui pompent à l'intérieur de la terre tout le pétrole. Et en même temps, t'entends la grille qui s'ouvre. Et ça donne tout de suite un aspect très terrifiant d'entendre les marteaux qui pompent le pétrole, d'entendre les prisonniers qui hurlent. Et d'ailleurs, t'entends un gardien dire extinction des feux et crier tout ça dans un couloir. T'as tout de suite l'impression d'être dans la prison
Et t'as tous ces bruits qui se mélangent et t'as la maison tout au fond qui est éclairée. Et d'ailleurs, cette maison a été utilisée pour plusieurs films. Cette maison a été utilisée pour plusieurs films et a été utilisée aussi pour la saison 6 de Teen Wolf. Donc cette maison a été utilisée pour la saison 6 de Teen Wolf pour un film que j'ai juste ici, euh, qui s'appelle The Boy on the Building, qui s'appelle The Boy on the Building de Door. Donc les enfants à l'intérieur de la maison, je crois, ou de l'autre côté de la porte. Je vais vous prendre. Voilà. Donc j'avais terminé Insidious 4. Et dans ce film, The Boy of the Behind the Door, les enfants derrière la porte, et ben dans The Boy of the Behind the Door, en fait, on retrouve la même maison. C'est cette maison-là. Cette maison-là, c'est la maison d'Insidious 4 et c'est la maison de Teen Wolf c'est la maison de Teen Wolf dans la saison 6. Donc voilà. Donc le film, honnêtement, je vous le conseille, mais en même temps, c'est Insidious 4 et je suis un peu fâché dessus, donc je vous le conseille pas non plus. Mais allez toujours le voir par curiosité, si jamais. Moi, je vous fais plein de bisous.